Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bienvenue tout le monde à cette édition de la triple menace du 8 janvier 2024. Ici Emilio Constanza au micro, bien malade, mais on est quand même là, we ball. J'ai le grand plaisir de vous accueillir à la triple menace en cette nouvelle année 2024, encore et toujours avec nos deux acolytes ici, ce trio de rêve, cette première ligne que le Canadien n'a jamais eue depuis les années 90. Je commence dans un coin, Pierre-Olivier Poulain. C'est quand même un disrespect au trio David Desharnais, Max Pacioretty et Eric Cole, mais OK. Mais je te jure, j'allais là. Je te jure que je m'en allais là. J'avais le même trio en tête. J'avais pas Tatar, Dano Gallagher. J'avais pas le trio à ce moment. Je te jure, j'avais Pacioretty, Desharnais, Cole en tête. Mais où j'ai arrêté, mettons, Tomas Plekanec, Alex Kovalev et André Kosticine quand il était ça, c'est avant moi. C'est avant moi, ça. Ouais, mais je te ferais juste remarquer aussi qu'on a Cole Caulfield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky pour les 15 prochaines années. Fait que notre chavis. Oh. Mais what up les gens? 2024, on est là. Merci d'être à la triple menace. Puis on attaque une grosse année avec nous trois et avec un gros dimanche qui vient de se terminer pour la NFL. Yes, et de ton bord, Félix, comment on se porte en cette nouvelle année? Ça va comme un gars qui... j'avais parlé il y a une couple de semaines, pool de pick-em à chaque semaine dans la NFL. La semaine 18, c'est toujours un peu le chaos, un peu difficile à prédire. Mais écoute, avec le match des Dolphins contre les Bills ce soir, j'ai l'opportunité d'avoir une fiche de 15-1 cette semaine. Shout out aux Eagles qui ont perdu contre les Giants, me priver d'une semaine parfaite. Donc, on prend pour les Bills ce soir. Je pense que les Bills vont battre les Dolphins. Et comme ma parole semble sainte, sauf pour les Eagles, dans les prédictions cette semaine, je pense que ça va être une victoire des Bills, mais ça, on va suivre ça en même temps que vous tous ce soir en plein enregistrement. Le kick-off, le premier kick-off vient juste de se faire d'ailleurs, fait qu'on commence l'épisode alors que Tua Tagovailoa s'amène sur le terrain dans un match très important dans la AFC, et justement, on va parler un peu de ces séries-là pour commencer l'année en beauté. T'aurais-tu eu un prix si t'avais eu 16-0? Non, parce qu'on le fait sur l'année au complet. Okay. Mais honnêtement, juste pour le bonheur d'avoir un 16-0, honnêtement 15-1, je serais content aussi, même 14-2, c'est bien, mais un 16-0, c'est beau quand même, c'est quand même nice. Quasiment aussi beau que le voyage à New York de Mio pour aller défoncer l'année qui a décidé tiens, une petite virée romantique à la grosse pomme. Petite tranche de vie pour les auditeurs. Dans le fond, l'année passée, ma chère blonde avait eu l'idée d'aller à New York pour le temps des fêtes, pour le jour de l'an, aller voir la boule dropper en plein Times Square. C'est ce qu'on a fait. J'ai laissé organiser un peu tout. J'ai fait le transfert monétaire aussi bon que je suis pour ces affaires-là. Et finalement, on n'a même pas pu passer techniquement le 31 en plein Times Square. Pour les plus adeptes partisans de la ville de New York, Times Square était barré entre la 39e et la 57e avenue, depuis l'avant-midi. Il fallait faire la file, il fallait attendre toute la journée pour y être. Ce qui fait que, par chance, en faisant notre chemin jusqu'à l'hôtel en après-midi, on a vu ce petit passage entre deux rues sur la 57e avenue où on avait un parfait visuel de la boule et de Times Square. Et on a fait ça entre deux camions de poubelle, entourés de parfaits inconnus. Je tiens à faire un petit shout-out quand même aux Chiliens qui étaient avec nous, aux étudiants français de Montréal qui étaient là avec nous, à ce prof du Minnesota avec qui on a jasé des Vikings et bien sûr aux gens de l'Ohio et de New York qui étaient là avec nous pendant le ball drop. Pendant le countdown pour la nouvelle année qui s'en vient. Quand même, shout-out au monde du Midwest qui, aujourd'hui, célèbre un peu. Les Packers ont passé, mais on va commencer cette semaine-là avec la NFL. Gros dernier dimanche d'activité dans la saison régulière. Et messieurs, vous avez des victory laps devant vous.
vous avez des victoires à célébrer. Je regarde Mio en ce moment parce que somehow, someway, les Steelers de Pittsburgh réussissent encore une fois à finir l'année avec une fiche gagnante sous Mike Tomlin. Et à la dernière journée de la saison, on se qualifie en série avec une victoire des Titans de Félix en plus. Oh oui! Boys, comment avez-vous vécu cet après-midi folle de votre côté? Écoute, c'était totalement fou, je veux dire. En une part, on va revenir sur les Titans, Félix, inquiète-toi pas, mais oui. en un premier temps, les Steelers de Pittsburgh, tu sais, qui l'eût cru que Mason Rudolph aurait été le sauveur de cette organisation aux 3 derniers matchs de la saison, alors que rien ne semblait fonctionner. En fait, rien ne fonctionnait du côté de Kenny Pickett et ben là, bien sûr de Mitch Trubisky. On amène Mason Rudolph qui vraisemblablement était le 3e corps arrière de l'équipe au départ de la saison. A déjà eu quelques opportunités en tant que partant, mais n'ont jamais donné quoi que ce soit, mis à part un casque lancé ou 2, mais bon. Et ça, c'est l'histoire ancienne. Exact. On fait appel à lui, puis à un vrai move. Puis là, je viens de parler des Browns, un peu comme les Browns ont fait, on ramène quelqu'un d'un peu inusité, un nom un peu insolite, un nom un peu oublié. Maintenant, du côté des Steelers, on n'y va pas avec un Ben Roethlisberger qui fait son retour, mais Mason Rudolph qui, quand même, je tiens à le dire, a été sous Ben Roethlisberger durant ces quelques dernières saisons à Pittsburgh. Les choses vont bien, justement, pour les Steelers. Dans le fond, on parle de 3 victoires, mais en plus de ça, à 2 reprises, les Steelers ont marqué 30 points au grand minimum. Et puis ça, c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé cette saison. C'est quelque chose qui est arrivé à très rarement sous Matt Canada. Bon, ben, tout semble fonctionner maintenant. On se défait de Matt Canada. Et maintenant, on met Mason Rudolph au poste carrière partant. Et on va chercher quand même des victoires. J'ai dit 30 points dans chacune d'entre elles. Mais George Pickens a été incroyable pendant 2 des 3 premiers matchs. Premier match du duo Rudolph-Pickens, pardon. On parle d'un match de 195 verges. Oui, sur 4 deuxième, matchs. Exact. Randy Moss kind of shit. Tu sais, Randy Moss au Thanksgiving, 3 réceptions, 165 verges, 3 touchés. Même affaire. C'est exactement la même affaire. Exactement. Puis le match suivant, il suit ça avec 131 verges. Là, on s'attendait à un gros après-midi de Pickens contre les Ravens. Les Steelers n'ont pas eu besoin de lui, là. Il n'a pas été la cible une seule fois d'une passe de toute la journée, là. Ouais, c'est sûr qu'avec la météo qu'il y avait, c'était dur. Ouais. C'était dur un peu aussi. Mais quand même, on revenait dans ce match-là. Premièrement, les Steelers sont allés chercher une grosse victoire contre les Ravens parce qu'on sait toujours qu'à la fin de l'année, Pittsburgh réussit toujours à aller chercher une victoire contre Baltimore. Et Félix, tu l'avais callé cet après-midi. Je l'avais tweeté, tu m'avais répondu. Les Titans vont causer une surprise, vont upset les Jaguars de Jacksonville. Dans ce qui est peut-être et probablement le dernier match de Derrick Henry du côté de Nashville. Tu portes d'ailleurs le numéro 22 en ce moment de Derrick Henry. Et quand on dit que des fois, la victoire et la défaite, ça se joue à quelques pouces, gros arrêts à la ligne des buts de la défense des Titans pour priver Trevor Lawrence de toucher au sol, qui était à ça d'être sur la ligne, et ça aurait juste créé l'égalité dans ce match-là, et on a tenu bon jusqu'à la fin. Ce match-là c'était un super drôle de match, mais honnêtement, je te dirais qu'assez rapidement, j'ai compris que les Titans étaient dans cette game-là pour de vrai, parce que dans ce qui était possiblement le plus gros plot twist de cette saison-là, Mio s'est ramassé à prendre pour Ryan Tannehill dans un match de la semaine 18. Pour Ryan Tannehill, écoute, Mio, qui est, je pense que tu peux confirmer, tu n'as jamais été le plus grand fan de Tannehill. Est-ce que je me trompe ici ou... C'est exactement vrai. De l'organisation entière des Titans du Tennessee. Avant que tu te lances aussi, Félix, je tiens juste à dire, là, je vais profiter un peu de cette plateforme pour présenter mes sincères excuses à toute la partisanerie des Titans du Tennessee, à tout l'État, justement, du Tennessee, à la ville de Nashville, tout le monde qui porte les Titans sur leur cœur. Je suis désolé et je retire
toute parole négative ou du mot qui commence en W à l'endroit de Derrick Henry. Parce qu'aujourd'hui, c'était du grand jeu. Parce que, écoute, tu parlais justement de Derrick Henry, puis on va revenir là-dessus, mais c'était un match qui était un peu spécial pour les Titans, dans le sens où on sentait que c'était comme la fin d'une ère. Tu sais, Ryan Tannehill a disputé son dernier match à Tennessee, il l'a confirmé en conférence de presse aussi, puis Derrick Henry l'a dit un peu, mais en conférence de presse, s'est rétracté un peu, mais après le match, a pris le micro, a remercié tout le monde, a parlé des 8 plus belles années de sa vie à Tennessee, puis a dit qu'il espère qu'il a inspiré les jeunes pendant son passage. Mike Vrabel, on a des rumeurs comme quoi peut-être qu'il peut s'en aller. J'y crois pas encore, mais ça reste que c'est du bruit. DeAndre Hopkins, est-ce qu'il va être de retour? On ne sait pas. On le sent que c'est comme la fin d'une ère à Tennessee. Mais c'était un match qui était particulier dans le sens où la plupart des fans des Titans savaient qu'une défaite était plus avantageuse pour des raisons de repêchage. Mais elle avait l'opportunité de tasser Jacksonville, qui, pour longtemps, je vous rappelle, Jacksonville était à 8-3 en position, était en voiture vers les séries. En voiture avec les deux mains. En voiture avec les deux mains. Et je vous ramène à l'année passée. Les Titans étaient dans la même situation l'année passée. Les Jaguars ont réussi à remonter à la fin de la saison et dans un match qui s'est joué sur un fumble de Josh Dobbs, le carrière des Titans, qui n'aurait pas dû être un fumble, mais je m'égare un peu. La situation a comme fait en sorte que les Jaguars ont pris l'ascendant et là, à Jacksonville, c'est parti de on est les rois de la division, on va être en contrôle de ça pour les 47 prochaines années, Trevor Lawrence est notre sauveur. Les Jaguars se sont fait jouer le même tour qu'ils ont joué aux Titans l'année passée et c'est les Texans qui en profitent. Pour moi, je trouve qu'il y a une ironie du sort là-dedans et je suis sûr que ça a motivé les Titans. Sean Murphy-Bunting, un joueur des Titans, l'a même carrément dit, il dit on voulait battre les Jaguars, on voulait les éliminer. C'est possiblement le plus grand rival des Titans, les Jaguars, et ça a été une grosse victoire. Derrick Henry qui, à chaque mois de décembre, mange un peu de Jaguars, tout le temps en train de détruire les Jaguars en fin de saison. Aujourd'hui, ça n'a pas fait exception. Véritable monstre dans ce qui a possiblement été son dernier match à Tennessee. Plus de 150 verges au sol dans ce qui a été un effort vintage de Derrick Henry. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Je pense encore qu'il va quitter. J'aimerais qu'il revienne, mais je pense qu'il va quitter. S'il revient, je pense qu'on Tyjae Spears va prendre plus de place que par le passé. Mais que Derrick Henry ait disputé son dernier match, non, avec les Titans, il a laissé un super beau cadeau à tous ces partisans-là qui l'ont suivi pendant toutes ces années-là. Un beau cadeau d'adieu, si c'est un adieu, évidemment. Et pour le repêchage, c'est sûr que c'est un peu dommage, mais l'équipe va quand même repêcher au 7e rang. Et pour une équipe qui n'a pas nécessairement besoin d'un corps arrière, avec Will Levis qui a démontré des beaux flashs, c'est amplement suffisant. Je pense que c'est une victoire qui fait du bien à tout le monde. Mike Vrabel l'a dit, il déteste perdre. Il a même fait un beau speech super émotif cette semaine par rapport à ça. Pour moi, c'est une victoire qui fait du bien dans une saison qui a été difficile. C'est comme le point d'exclamation. Et ça me confirme encore que les Titans sont capables de battre les bonnes équipes, mais perdre contre des mauvaises équipes. Comment tu peux battre les Dolphins, battre les Jaguars, mais perdre des matchs si faciles tout le long de la saison? Je comprendrai pas les Titans, je ne comprends jamais. Puis... En tout cas, mais tu vois, au moins, ça a été un beau cadeau de Derrick Henry. Un bon dernier match pour Ryan Tannehill aussi, qui a connu des bonnes années à Nashville. Et j'espère qu'on va revoir Mike Vrabel. Ryan Tannehill, je sais Ryan Tannehill se fait niaiser, mais Ryan Tannehill m'a fait vivre des beaux moments. Il t'a fait vivre des émotions. Il t'a amené en série, Mio. J'espère que tu vas le respecter. Ryan Tannehill est un héros à Pittsburgh pour toujours. Mais il mérite d'avoir son numéro retiré. Ça me fait rappeler, c'était-tu Carson Palmer avec Cincinnati? Non, c'est Andy Dalton. C'est quand, oui, Andy Dalton, c'est ça. C'est quand les Ravens avaient donné plein d'argent parce qu'ils avaient amené en série. Non, les Bills. Les Bills, oui. C'est les Bills parce qu'ils avaient battu les Ravens. Ils avaient battu les Ravens. Ils avaient battu les Ravens en 2017. Et là, on parle des Titans, on parle des Steelers, là, c'est le fun. Mais là, il faut quand même parler des Jaguars de Jacksonville parce qu'on l'a dit, 8-3, tu gagnes 3 de tes 8 derniers matchs. Non seulement tu perds le titre de la division, mais tu viens de perdre ta saison là-dessus. Écoute, demain, en tout cas lundi, où l'épisode va être en ligne, c'est le traditionnel Black Monday. Là où tous les entraîneurs qui n'ont pas fait les séries éliminatoires, une bonne partie vont se faire gracieusement remercier de ses fonctions. Est-ce que Doug Peterson peut être dans cette liste-là? Moi, je ne sais pas à quel point tout est de la faute
de l'entraîneur-chef. On sait que Trevor Lawrence n'a pas toujours été à 100% durant toute la saison, mais tu peux pas échapper une avance de même, alors que même cette division-là, c'est pas tant la plus forte et la plus relevée dans la NFL non plus. Pour vrai, mais pour vrai, j'y avais pas pensé avant qu'on commence l'épisode. Tu m'en poses une bonne. Je pense pas qu'on va le congédier. Je pense qu'on va lui donner le bénéfice du doute. Je pense qu'on va dire Lawrence était blessé. C'est un peu comme Mike Vrabel l'an passé. On l'a pas congédié, on a été patient et tout. Puis Vrabel avait quand même plus de statut à Jacksonville que Peterson, mais on a amené Peterson pour amener Trevor Lawrence au prochain niveau. Lawrence était blessé et tout. Puis Christian Kirk aussi était blessé. Puis c'est quand même un gros morceau de cette attaque-là. Mais j'avoue que Doug Peterson, peut-être que ça va être un peu chaud en ce moment sur son siège. Tranquillement. Peut-être que ça va être un avertissement cette saison-là. Moi, je pense qu'on va voir des gros changements à Jacksonville. Je sais pas si ça passe par Doug Peterson, mais je pense que ça pourrait brasser à Jacksonville. Je crois définitivement que ça passe par Doug Peterson. On l'a jasé. Trevor Lawrence était même pas sûr à 100% d'être en uniforme avant le début de la partie. Lui qui avait connu une grosse blessure à l'épaule, c'était contre les Panthers, si je dis pas de bêtises. Et on savait pas qu'est-ce qui allait arriver dans son cas. Et ça a été un peu plus shaky en début de match pour Jacksonville. Et on est passé proche, Pop, de parler du jeu à 4-1, mais on peut aussi parler de l'échappée de Calvin Ridley aussi, tard dans le match. Je sais pas si je peux... Pour vrai, j'ai essayé de regarder même le ralenti, voir si c'est un échappé ou c'est juste un ballon, genre lancé juste un cheveu trop loin devant lui. Je peux pas encore dire là-dessus. Je vais pas mettre la faute sur Calvin Ridley, mais t'as raison, Mio, ce jeu-là aurait pu au moins peut-être envoyer ce match-là en prolongation facile si on avait fait le converti 2 points. Mais, tu sais, ce jeu-là et le quatrième essai échoué, c'est sûr que c'est là que ce match-là s'est joué pour le reste de la journée. Là. Non, exact. On va attendre encore un peu là, pour Jacksonville avant de paniquer. Moi, personnellement, je voyais Jacksonville justement prendre un bon pas cette saison-ci. Je m'attendais peut-être même pas nécessairement à les voir au sommet, ou du moins au sommet par pas grand-chose de leur division. Et puis d'avoir été 8-3 à un certain point de la saison, je sais de quoi je parle. Je suis fan des Steelers où ils ont joué peut-être un petit peu trop bien. Peut-être qu'il y avait un onde de fraude dedans. Sans dire nécessairement que c'était une équipe frauduleuse. Peut-être qu'ils ont atteint un certain pic trop rapidement dans la saison. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir la saison prochaine. Et j'ai très hâte, dans ce cas-ci, de voir Trevor Lawrence dans son Revenge Arc. Mais écoute, tu parlais des Jaguars qui ont échappé la division et tout. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, sur le show ici, je parlais d'une équipe qui, dans la AFC South, qui m'intriguait un peu. Des Texans de Houston? Quelqu'un connaît les Texans? Hey. Quelqu'un connaît les champions de la division? Comme je l'avais dit. Cru? CJ Stroud a été exceptionnel samedi soir. Quel match de CJ Stroud qui, on le rappelle, n'a pas Tank Dell qui est son receveur numéro 1. A Nico Collins au moins qui est là pour l'aider. Nico Collins, quel receveur sous-estimé. Mais tu regardes ce qui se passe à Houston. DeMeco Ryan, CJ Stroud sont arrivés. En un an, un 180 total. Parce qu'il y a un an, à peu près à pareille date, là, on se disait, oh mon Dieu, les Texans ont échoué leur tank parce que Lovie Smith vient de leur faire gagner un match complètement inutile à la semaine 18. Les Texans ont échoué leur tank. Ils n'auront pas le premier choix. Ils ont le deuxième choix. Ils vont devoir se contenter du deuxième meilleur carrière. Le deuxième meilleur carrière, c'était CJ Stroud. Si les Texans ne floppent pas leur tank, peut-être que CJ Stroud ne se ramasse jamais là. Peut-être qu'on ne vire pas à 180 en une année. Quelle année des Texans! Je suis vraiment fier d'avoir embarqué dans le wagon un peu avant tout le monde. Quoique, je suis embarqué dans un wagon un peu plus vite, on va y revenir dans quelques secondes. Mais les Texans, quelle belle saison. Et sincèrement, c'est de loin l'équipe la plus méritante dans cette division-là. J'adore ce que fait CJ Stroud. Et pour la NFL, je m'excuse, mais un match CJ Stroud contre Joe Flacco, wow, j'adore ça, c'est incroyable. Qui aurait dit ça il y a un an? CJ Stroud contre Joe Flacco en première ronde des séries, j'adore. Puis c'est CJ Stroud qui va être à domicile en plus. J'adore tout de ce match-là, c'est parfait. C'est parfait. J'adore. C'était une énorme remontée justement des Texans en cette deuxième moitié de saison. Mais Félix, on va embarquer tout de suite dans le vif du sujet parce que autant que c'est ton boy, t'as un jersey de ce gars-là, mais malheureusement, le titre de recrue offensive de l'année
ne sera pas remis à Puka Nacua, mais plus à CJ Stroud. Mais tu sais quoi? Il y a un monde dans lequel je manifeste qu'on ait co-rookie, co-offensive rookie of the year. J'embarque. Moi, j'embarque. J'aimerais pas l'idée d'avoir autant Puka que CJ. J'aimerais ça parce que les deux le méritent. Puis écoute, on parle de Puka, un autre victory lap pour moi. Je parlais des Rams qui étaient à 4-6 il y a quelques semaines. Depuis que j'ai dit que les Rams étaient à 4-6 et que je trouvais qu'il y avait une saison facile et que la division était très prenable pour eux. Bon, la division, les 49ers étaient plus forts que je pensais en deuxième moitié de saison. Mais depuis que j'ai dit que les Rams étaient la meilleure équipe de 4-6 de la NFL, les Rams ont une fiche de 6-1. Ont été chercher des énormes victoires, dont une victoire contre les Niners aujourd'hui. Bon, c'était équipe B contre équipe B. On a joué un gros match contre les Ravens, que les Ravens détruisent tout le monde sans arrêt. On a livré une bonne opposition aux Ravens. On a battu les Browns Les Browns sont une solide équipe de football. C'est le premier match de Joe Flacco. On a réussi à battre ces Browns-là. Moi, je m'excuse, mais je regarde les Rams. J'ai aucun problème. Je suis même très, très fier de ça. Et tu me dis que CJ Stroud est à recrue offensive de l'année, Mio. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est lui qui va gagner. Thank God. Mais à cause de sa position. Oui, parce que c'est un carrière, parce qu'il a fait du travail exceptionnel à Houston. Puis je veux rien diminuer de ce que CJ Stroud a fait. C'est miraculeux d'avoir viré ça en une année et tout. Mais Puka Nacua termine sa saison recrue avec 105 attrapés pour 1486 verges. C'est des nouveaux records dans les deux cas pour un receveur recru. Puka Nacua vient de connaître la meilleure saison de l'histoire pour un receveur recru. Ce gars-là a été repêché en 5e ronde et il a déjà supplanté Cooper Kupp. Mais 1A, 1B, il est au niveau de Cooper Kupp qui vient de gagner la triple couronne il y a 2 ans de ça, dans une attaque des Rams qui roule à plein régime. Les Rams ne seraient pas où ils seraient en ce moment sans Puka Nacua. On ne peut pas me convaincre du contraire. Quelle attaque que les Rams ont réussi à développer. Et même si Stroud va le gagner, si j'avais à voter, mon vote irait à Puka. Écoute, quand tu réussis à faire des meilleures saisons recrues que Ja'Marr Chase et Justin Jefferson, je pense que et Jalen Waddle aussi. Et Jalen Waddle, ça veut dire que tu as déjà réussi quelque chose de pas pire. Ouais. On va conclure ce bloc NFL-là parce qu'on connaît déjà quelques match-ups pour le super week-end wildcard de la semaine prochaine. On va y aller dans la nationale parce que tous les match-ups, tous les matchs sont déjà réglés de ce côté-là. Et tu as parlé des Rams. Des Rams de Los Angeles, qui, je pense que c'est une des équipes que personne ne veut vraiment affronter pour enlever le rideau. Mais on a manifesté ça dans l'univers. Les dieux et les scripteurs de la NFL nous ont répondu. On va avoir le match. Les Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, on s'en va à Détroit, Michigan, contre les Lions et Jared Goff. Hey, Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là, qui écoutera pas ce match-là? Si vous êtes un fan de football, c'est sûr que vous écoutez ce match-là. Tu parles de ça, OK? Les Lions, ça va être la première fois en 30 ans qu'on accueille un match de série à domicile. Et je sais pas qui a écrit le script pour que la première fois qu'on a un match à domicile en 30 ans, c'est Matthew Stafford qui s'en vient dans le building pour essayer de nous battre. C'est malade. J'adore littéralement tout de ça. Je disais que j'aimais Stroud contre Flacco. Pour moi, ça, c'est de loin le match qui va être le plus intéressant en première ronde. Les storylines sont incroyables de partout. Pour moi, c'est avec les Ravens et les Niners, deux des plus grosses attaques qu'on a ici. Les Lions d'un bord avec des gars comme Amon-Ra St. Brown, avec Jahmyr Gibbs, David Montgomery. Malheureusement, Sam Laporta pourrait rater le match et ça va faire très mal aux Lions de ne pas avoir Sam Laporta qui s'est blessé aujourd'hui. Pourrait revenir plus tard en série, mais ça ferait mal. Du côté des Rams, Matthew Stafford, Kyren Williams, Cooper Kupp, Puka Nacua et même Tyler Higbee et DeMarcus Robinson qui fait de l'excellent travail depuis quelques semaines. Il y a des playmakers partout des deux côtés. Ce match-là va être exceptionnel et je pense que les Rams vont gagner. Oh, ok. J'ai besoin de savoir aussi pour le over-under 80 points total dans ce match-là. Oh man, je pense que je smash l'over. D'après moi, ça va faire une affaire comme 44-41, une affaire de même. Ce match-là risque de passer à l'histoire pour plein de raisons. Restons dans la nationale. Les Packers de Green Bay qui se rendront à Dallas pour affronter les Cowboys. Écoute, Jordan Love a réussi à amener ce club-là en série. Personne ne lui donnait beaucoup d'espoir de remplacer Aaron Rodgers. Réussi. Ça n'a pas toujours été facile cette saison. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et tout le monde attend encore le fameux
choke de Dallas en éliminatoire. Ça pourrait être le match piège qui pourrait faire tomber les Cowboys de Dallas. Et le dernier, et ça, j'ai hâte de voir l'équipe visiteuse là-dessus. Les Eagles de Philadelphie qui se rendent du côté de Tampa Bay contre les Buccaneers. Sur papier, on aurait dit il y a 4 semaines que les Eagles gagnaient 9 fois sur 10. Je regarde Philadelphie jouer depuis quelques matchs et moi, j'ai très peur. J'ai très peur de voir ce qui se passe et on n'aura même pas l'avantage du terrain. On s'en va à l'ennemi dans le sud, dans la Floride, dans le Tampa Bay, avec un Baker Mayfield qui a déjà réussi à faire quelques upsets ici et là. Moi, si je suis un fan des Eagles de Philadelphie, j'ai peur en ce moment. Je suis terrifié si je suis un fan des Eagles parce que déjà que Jalen Hurts s'est blessé aujourd'hui, on devrait être en mesure de jouer. Jalen Hurts devrait être correct. AJ Brown blessé au genou. AJ Brown. Devante Smith blessé n'a pas joué aujourd'hui, blessure à la cheville. Déjà que les Eagles ont besoin d'aide. Déjà que la défense est tellement poreuse que les Cardinals et les Giants les ont dévissés depuis 2 semaines. La défense, ça va déjà pas bien. T'as besoin d'une attaque à plein régime. Et si t'es privé de tes 2 premiers receveurs, ce qui semble possible pour les Eagles, la semaine va être très déterminante. Ça prend ces 2 gars-là en uniforme. Si t'es privé de ces 2 gars-là, je sais que je niaise souvent le fait que l'équipe de division accueille un match de série, même si elle a une moins bonne fiche ou quoi que ce soit. En ce moment, les Buccaneers sont la meilleure équipe parmi ces 2 équipes-là. J'aurais jamais pensé dire ça. Les Eagles me puaient au nez depuis plusieurs semaines, mais au point de dire que je préfère les Buccaneers de Baker Mayfield. Non, j'aurais jamais pensé ça. Et pourtant, je pense que les Buccaneers gagnent aussi ce match-là. C'est spicy. Non, mais ça, dis-toi même, là. Honnêtement, j'espère que tout le monde qui écoute à la maison, vous avez une meilleure fin de 2023 que les Eagles et leurs partisans. Parce que ce qu'on a assisté dans les dernières semaines, malgré les blessures et tout ça, c'est du jeu effroyable de la part des Eagles. On pensait vraiment que la défaite contre les 49ers il y a quelques semaines allait peut-être les réveiller, dire « Hey, tu sais quoi? » On va pas se laisser se faire abattre. Eagles qui était considéré pendant une bonne partie de la saison comme la 2e meilleure équipe dans la NFC, ne pas être capable de remonter une telle pente, c'est inquiétant et je m'inquiète personnellement pour tous les fans des Eagles qui vont regarder les séries éliminatoires. Je suis de tout cœur avec vous, mais je crois quand même que si j'avais à dire un vainqueur, à prédire un vainqueur, ça serait les Buccaneers de Tampa Bay. Non, mais écoute, puis tu parles de ça, puis petite parenthèse rapide, je regarde la défense des Eagles, parce que l'attaque, déjà, j'ai mes réserves. Jalen Hurts, je pense qu'il est très, très surestimé aussi, mais mettons que je mets l'attaque de côté. La défense, il n'y a rien qui marche, là. Les cornerbacks, Darius Lee, James Bradbury, c'est épouvantable. Kevin Byard est complètement fini. Je ne sais pas comment les Titans peuvent avoir quoi que ce soit pour. Les linebackers, personne n'est capable de jouer comme du monde. On est incapable d'aller chier de la pression. On a Hassan Reddick qui est bon, mais après ça, Fletcher Cox, Brendan Graham, c'est vieux. Il n'y a rien là. On génère rien. Il n'y a rien. Je ne vois pas comment les Eagles peuvent revirer ça. Cette défense-là est épouvantablement mauvaise. Et Baker a juste besoin de marquer un peu. La défense des Buccaneers va juste être correcte après, puis je pense même que ça peut être une victoire facile. Hey, les Giants viennent de traverser les Eagles. Les Giants. Les Buccaneers sont supposés me faire peur? Non. Les Buccaneers vont battre les Eagles. Antoine Whitfield, masterclass incoming du côté des Buccaneers de Tampa Bay. On l'a mentionné rapidement, Cleveland qui s'en va à Houston, c'est le seul duel dans l'américaine qui est déjà confirmé. On attend encore, bien sûr, le résultat entre les Bills et les Dolphins de Miami de ce côté-là. Et boys, je vais aller au hockey un peu parce que on commence 2024, qui dit Noël, qui dit le jour de l'an, dit inévitablement le championnat mondial de hockey junior, victoire des Américains. Je pense qu'il n'y a pas grande surprise de ce côté-là. Au Canada, on se remet encore un peu de cette défaite crève-cœur en quart de finale contre la Tchéquie. Mais je veux commencer avec autre chose que le championnat mondial de hockey junior. La PWHL, les chums, là. Pour vrai, Yes. là, c'est jeune. Il y a juste 5 matchs de jouer. J'ai pas envie de dire que j'embarque dans le hype train absolument, mais j'ai été agréablement surpris. Pour vrai, pour commencer 2024, on parle beaucoup de Dog Days de décembre, janvier. C'est dur un peu dans la NBA, dans la NHL un peu parce que les matchs
manque un peu d'enjeu un peu. On est en pleine saison, c'est vraiment le gros grind. Moi, je pense que l'arrivée de cette ligue féminine de hockey professionnelle va faire en sorte qu'on va avoir un paysage médiatique sportif beaucoup plus diversifié et beaucoup plus entraînant. Avez-vous l'occasion de regarder les matchs, vous autres? Vaguement, j'ai regardé vaguement. J'ai vu des bouts, j'ai pas encore eu la chance d'écouter un match au complet de A à Z, mais j'ai vu quelques moments le fun. J'aime ce qu'on... Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est en désavantage numérique, quand tu marques un but. Ça, cette règle-là, quand tu marques un but, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans la PWHL, quand tu es en désavantage numérique et tu marques un but, ça met fin à la pénalité. Et j'adore ça. Sérieusement, j'adore cette règle-là. Je trouve que ça force les équipes à être plus agressives en désavantage numérique. Ça ajoute plus de spectacle et ça fait en sorte qu'il n'y a pas juste une équipe qui mitraille le filet pendant 2 minutes puis l'autre équipe fait juste dégager. Ça force à prendre des chances, ça ajoute du spectacle. Ça, pour moi, c'est un 10 sur 10. La seule chose que je vais reprocher, je trouve encore que niveau du marketing, j'ai vraiment de la misère avec le fait que les équipes s'appellent PWHL Montréal, PWHL Toronto et tout. J'ai encore de la misère avec ça. Mais pour le reste, pour ce qui se passe sur la glace, pour le moment, j'ai rien à dire. C'est tout aussi bon que ce à quoi la Ligue fait s'attendre jusqu'à présent. C'est parce que présentement, les uniformes sont tous les mêmes, on va se le dire. Ouais. Ça donne un peu l'impression d'une ligue de garage, d'une ligue de hockey cosum au niveau de l'uniforme. On est allé très safe aussi. On en avait parlé il y a quelques semaines sur le balado quand on avait parlé juste des noms qui étaient sortis des différents maillots. Je pense que ça va être done pour la saison. Je pense que cette première saison, je crois qu'on va devoir même s'habituer à avoir juste PWHL, X, Y, Z, peu importe le nom de la ville. Les maillots sont faits, puis ça coûterait un peu cher de faire tout ça en plein milieu de la saison. Mais non, pour de vrai, j'adore le produit qu'on a en ce moment. J'adore, justement, je voulais parler là-dessus, Félix, mais tu m'as volé un peu mon mojo là-dessus. Tu as volé un peu mon Sparks. C'est bien correct, je te pardonne. On se fait pas d'ennemis en 2024. Ça a du potentiel pour de vrai, puis on a aussi des partisans qui sont au rendez-vous. Je veux dire, juste au Minnesota, en levée de rideau, on a eu un match à plus de 13 000 partisans, tu sais. Oui, tu sais, c'est encore très neuf, tu sais, il y a encore beaucoup un effet de nouveauté encore qui s'ouvre sur cette ligue-là. Ça, on va attendre un peu avant de célébrer et tout ça, mais 13 000 personnes pour un match de hockey féminin. C'est ça. S'il y a du monde qui pousse un agenda pour dire que ça intéresse personne, mon chum, revois un peu tes jugements parce que là, tu es en train de les faire te remettre en pleine face. On a parlé du règlement pour le désavantage numérique. Moi, je dis que quand tu te fais marquer en désavantage numérique, c'est une honte. Fait que ça fait juste en sorte que c'est une honte de se faire marquer en désavantage numérique. Fait que tu ne mérites pas d'avoir le droit de se power pour te reprendre. Moi, je veux que la Ligue nationale reprenne ça. Et il y a peut-être 2 petits bémols que je veux mettre sur cette ligue pour le produit sur la glace. De un, et ça, c'est très normal, le niveau de jeu, même si on a une très bonne base, c'est pas encore à point. Beaucoup, je dirais c'est quand même beaucoup de matchs serrés, mais pas beaucoup de buts. Je pense que du côté, on a joué comme 5 matchs jusqu'à présent. Il y a juste une équipe qui a marqué 4 buts ou plus. C'est normal. Les équipes se constituent, la chimie est en train de se faire, les schémas de jeu aussi, fait que ça, je suis pas stressé. Le vrai petit bémol que je veux, par exemple, apporter, c'est que la Ligue aurait pu être encore plus téméraire sur ses règlements. Moi, j'aurais voulu au moins 10 minutes, peut-être même 20 minutes à 3 contre 3 pour une prolongation, mais on a pris le format qui est présentement sur la Ligue nationale. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça que cette Ligue-là mette de la pression sur la Ligue nationale, de mettre ses règlements à jour, de mettre pour faire un meilleur spectacle. Mais ça, écoute, ça, c'est juste un petit détail, mais pour le moment, la PWHL lance bien ses activités et les chaises de camping pour Félix. Les chaises de camping sont prêtes pour la parade sur Sainte-Catherine cet été. Mettez-vous ça à l'agenda. J'ai tellement hâte à la statue de Marie-Philippe Poulin dans le temps de Montréal. Pour vrai, je vais la construire moi-même s'il faut. Je vais aller la construire moi-même. On va aller construire ça pendant la parade. Mont-Royal, là. Pendant la parade, on va aller construire ça. Le gars, by the way, n'est pas architecte. Hein? By the way, le gars étudie. Non, tout sauf architecte. Hey, honnêtement, j'ai eu de la misère à faire un dessin sans dépasser les lignes. Là. Mettez-moi pas trop de pression pour la statue. Je vais faire de mon mieux, mais je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Si on gagne,
j'ai essayé. Yes, petite note justement là-dessus, Pop, j'aime bien que tu parlais de ça aussi, parce que vraiment la pire partie de la prolongation dans la LNH, c'est quand elle est terminée. Oui. Tu as eu tous ces moments excitants-là, puis tu te dis fuck, ça va finir en prolongation. Surtout quand tu avais une équipe comme le Canadien qui était à un point genre 5-0 en début de saison en prolongation. Ouais. Ah, maudit, tu voulais pas que ça se rende en tir de barrage parce que tu savais que les chances de gagner diminuaient totalement. On a gagné contre les Rangers. Moi, je fais juste dire que le Canadien a mais non, gagné mais contre les Rangers. c'est littéralement le meilleur exemple. Hier, c'était la game d'hier, samedi soir, pour ceux qui nous écoutent dans les jours à venir. La game de samedi soir contre les Rangers, est-ce que je suis pas le seul qui était déçu qu'on ait des tirs de barrage? Sérieusement, c'était exceptionnel en prolongation. Pendant 65 minutes, ce match-là était fou. Finalement, Montembeau a donné tellement un show en tir de barrage en bloquant la fin de Forsberg de Zibanejad. Pour vrai, ça a valu la peine juste pour ça. Mais j'étais quand même un peu déçu contre un tir de barrage. Je trouve que c'est une façon plate de finir un match. Donne-moi du 3 contre 3 plus longtemps. Peut-être pas 20 minutes parce que là, tout le monde va être brûlé. Puis sérieusement, ça va être épouvantable. Mais ouais, mais ça va forcer genre les équipes à envoyer comme leur quatrième trio sur la glace. Non, mais ça va être drôle. Non, 10 minutes, je trouve que c'est un parfait compromis. 10 minutes, c'est juste assez. Ça ajoute un petit peu plus de spectacle. Ça donne plus de temps. Puis je pense que ça brûle pas tout le monde non plus. Tu sais, je pense que c'est la durée parfaite pour une prolongation à 3 contre 3. Parce qu'on le voit même dans la LNH. On n'est pas les trois seuls qui pensent ça. Tu le vois dès qu'on est en 3 contre 3, qu'on se ramasse. C'est pas l'universel. Tout le monde veut plus de 3 contre 3. C'est excitant. Dans ces moments-là, tout le temps de l'attaque, ça arrête jamais. Puis c'est ça qui est le fun. Fait que je sais pas. Moi, personnellement, j'aime le 10 minutes que tu proposes. Je pense que c'est une idée qui pourrait être considérée. J'aime aussi le système de la WHL qui accorde des points sur la formule 3-2-1-0 au lieu de juste la formule de la LNH. T'as raison. C'est pour ceux qui sont moins familiers, c'est 3 points pour une victoire en temps réglementaire, 2 points pour une victoire en surtemps, 1 point pour une défaite en surtemps et aucun point pour une défaite en temps réglementaire. Je trouve que c'est beaucoup plus juste parce qu'une victoire en temps réglementaire devrait valoir plus qu'une victoire en surtemps. Je trouve que c'est une autre belle petite chose que cette ligue-là amène. J'aime beaucoup les règles qu'on a jusqu'à maintenant. Mettez-moi 10 minutes de 3 contre 3 puis c'est un sans faute. Moi, je prends... si j'étais pas à Val-d'Or, je pense que je prenais un billet de saison puis let's go. On y allait avec ça. On surveille aussi, on parle beaucoup de Montréal, mais New York qui surprend un peu la planète sportive en remportant le premier match par jeu blanc, mesdames, messieurs, contre Toronto. Un beau petit pied de nez parce qu'on sait que le cycle du hockey est beaucoup basé à Toronto, donc c'était comme un peu la cible à abattre de ce côté-là. Au hockey, un peu, tant qu'à parler de Toronto, tiens, on va y aller tout de suite de même. C'est pas fait encore. Apparemment, ça s'en vient. William Nylander. Oui. Ça s'en vient. Selon Elliot Friedman, c'est peut-être à 90-95% fait. Un contrat de 8 ans aux alentours de 11,5 millions de dollars. Moi qui étais par année. Oui, évidemment. Moi qui étais un partisan de briser le fameux quatuor d'attaquants à Toronto l'été passé, je me rends compte, est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Mais en même temps, William Nylander a comme menotté tout l'état-major parce que tu pouvais pas te départir de ce gars-là avec la saison qu'il connaît présentement. Il est littéralement parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue en ce moment. Il est dans le top 10 des meilleurs pointeurs, peut-être même le top 5. En tout cas, je sais qu'il est dans le top 10. Il était dans le top 10 dans les derniers jours. William Nylander connaît tellement une grosse saison, meilleur pointeur à Toronto, même devant Austin Matthews qui est à 30 buts. Et de loin surtout. Et de loin. Austin Matthews a 30 buts. Nylander est quand même le meilleur pointeur et de loin. Nylander a toujours été un joueur pour moi qui était sous-estimé à Toronto. On parle souvent de Matthews, on parle beaucoup de Mitch Marner aussi. Pour moi, Nylander est avec ces gars-là. Et avec son nouveau contrat, il devient deuxième dans cette hiérarchie-là. Il y a juste Matthews qui est devant lui. Donc pour moi, ça reflète un peu ce qu'il amène. Surtout que Nylander, c'est le seul des 4 qui se présente en série. Pour moi, c'est complètement mérité. Et moi, ce qui m'intrigue de ce contrat-là, là, tu as Matthews qui est signé pour les 5 années suivantes, celle-ci. Et tu as Nylander qui va être signé, si Friedman dit vrai, Friedman dit pas mal toujours vrai à ce niveau-là, qui va être signé pour les 8 prochaines années. Au terme de la saison prochaine, donc la saison 2024-2025, les contrats de Mitch Marner et de John Tavares viennent à échéance. Est-ce que le contrat de Nylander n'est pas un signe à Mitch Marner et à Tavares? Tavares, je pense qu'on s'attend tous à une diminution salariale. Mm-hmm. Mais Mitch Marner, est-ce que
Parce que tu peux pas garder 55 millions avec Morgan Riley pour 5 joueurs. Ça commence à être trop à un moment donné. Est-ce que c'est un signe que Tavares va prendre une baisse de salaire et que peut-être Mitch Marner va aller voir ailleurs? Peut-être. Moi, ça m'étonnerait parce que je vais te dire la différence, l'augmentation salariale de William Nylander, si vraiment 11,5 millions est vraiment le chiffre par saison, est vraiment le bon chiffre, ça va correspondre à peu près à l'augmentation du cap salarial qu'il va avoir pour la prochaine année, qui devrait être autour de 89 millions de dollars. La seule affaire, par exemple, c'est que là, comme tu dis, puis c'est encore toujours la même ribambelle du côté de Toronto, on aura combien d'argent pour de la profondeur? Ceci dit, tu as Tyler Bertuzzi, Max Domi qui deviennent joueurs autonomes sans compensation. Même chose pour un gars comme Ilya Samsonov qui connaît toutes les misères et qui est littéralement brisé mentalement pour le moment. Et tu as TJ Brody aussi qui va s'enlever du payroll un peu. Reste à savoir s'il aura un nouveau contrat ou testera le marché des joueurs autonomes. Mais je pense qu'il y aura moyen de faire rentrer tout le monde. Moi, ce que je pense, c'est que l'argent économisé sur le prochain contrat de John Tavares, qui, d'après moi, va prendre, comme on dit, un home ground discount, là, vraiment un home discount de ce côté-là. D'après moi, avec l'argent économisé sur le prochain contrat de John Tavares, on va pouvoir être capable de rentrer Mitch Marner de ce côté-là. Moi, ce qui m'inquiète surtout du côté de Toronto, c'est que William Nylander, oui, connaît une excellente saison. Pour répondre à votre question tantôt, il est à égalité au 5e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, avec 54 points à égalité avec Connor McDavid. Hier, il était top 10, mais hier, il y a un bon match pour ceux qui s'est ramené. Il est 6e pour l'instant avec Connor McDavid. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que William Nylander est motivé par son contrat. Combien de fois qu'on a vu des joueurs qui se sont tout donnés pour essayer d'aller chercher le gros bag à la banque et qui, sans dire s'écroulent ou se laissent aller, on se rend compte que c'est pas à la hauteur comme avant qu'on signe le contrat. Moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai un nom côté... pour vous. Ah ouais, donc? Matt Beleskey. Wow! Il faisait longtemps que j'avais entendu ça. Je pense que je me mets ça en up puis je l'utilise pour mon prochain puck docu à un moment donné. Wow! mais écoute, puis tu disais motivé par son contrat et tout, je pense que personne s'attend à ce que Nylander soit dans le top 5 des meilleurs pointeurs de la ligue pour l'ensemble de son contrat. Mais tu sais, je regarde ça, Nylander est quand même un sacré joueur de hockey. Nylander est, pour moi, c'est le deuxième meilleur du Core 4 en ce moment. Mitch Marner a ralenti énormément. Et t'as quand même un gars qui est à égalité avec Connor McDavid au niveau des points en ce moment. Ouais. Ça se paye, ce gars-là. Mais combien de fois Nylander a été devant Tavares et Marner depuis qu'il était à Toronto? Ouais. C'est vrai. En série, Nylander est pas mal toujours là. Ouais, c'est ça. Là, c'est une autre affaire. Mais tu parlais aussi de contrat, je reviens un peu là-dessus, l'argent qui va se libérer. Oui, tu as tous ces contrats-là qui vont se libérer, puis je suis d'accord avec toi, mais il y a quelqu'un d'autre, Matthew Knies, il va falloir commencer à payer à un moment donné. Tu as Joseph Holt qui n'a pas beaucoup d'argent, peut-être que Denis Sildeby, c'est lui le futur gardien, il va falloir le payer. Tu sais, t'as des jeunes qui vont devoir être payés. Easton Cohen, peut-être un jour, s'il débloque. Nick Robertson, qui sera joueur autonome avec compensation en 2025. Peut-être éventuellement Fraser Minton, s'il joue mieux que sa performance au championnat junior. Tu sais, t'as des bons jeunes à Toronto qui vont devoir être payés éventuellement. T'ajoutes ça, mettons Marner, Tavares, on revient à une annulation parce que Marner va probablement demander une augmentation. Mettons que ça s'annule avec Tavares. Mettons dans un scénario qu'on met Mitch Marner et Austin Matthews dans le même échelle salariale. C'est ça. Environ 13 millions. Ce qui pour moi est complètement surréel. Matthews est vraiment meilleur que Marner, mais mettons qu'on revient à ça. Mettons qu'on garde un 55 millions à long terme pour ces 5 gars-là. Il y a quand même d'autres jeunes qui vont s'ajouter. Matthew Knies va être payé. On a d'autres gars. Puis c'est pour ça que je me demande à quel point c'est réaliste de penser qu'on peut garder ça à long terme. Peut-être pour 1 an ou 2 encore, ça peut fonctionner, mais c'est cher, ça fait beaucoup, puis ça force tellement le DG à être agressif. Hey, Tyler Bertuzzi et Max Domi, il a fallu travailler fort pour trouver ces gars-là, puis il y a d'autres gars à 700 000, puis 700 000 au salaire minimum. Tu sais, c'est tout le temps du travail, puis c'est pas des gars en qui tu peux nécessairement avoir confiance. Si tu regardes, mettons, une équipe comme les Golden Knights qui ont gagné la Coupe Stanley l'an passé, l'échelle salariale était beaucoup mieux construite dans le sens où on avait des gars au premier niveau, oui, mais on avait des gars à 5, 6, des gars à 4, des gars à 3 millions. On avait ces gars-là aussi. On avait comme un niveau. Et oui, un gars comme Riley Smith a écopé.
mais ça reste qu'on avait comme une hiérarchie. On n'était pas aussi juste top heavy, mais on n'avait pas juste des gros salariés avec juste des joueurs de profondeur. Pour moi, ça prend un meilleur équilibre et c'est là que je me demande, est-ce que c'est réaliste de garder ces 5 gars-là en ville à un aussi gros salaire pendant aussi longtemps? Surtout si tu gagnes pas de fucking Coupe Stanley aussi, comme on se fait dire depuis 6 ans, 7 ans déjà. Là. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, il faut que les résultats viennent. Puis je pense que là, on vient de donner un vote de confiance. Nylander, on te garde cette année, puis on te garde l'année prochaine. Vous avez 2 ans. Si dans 2 ans, il aurait gagné, peut-être que Marner va s'en aller. Peut-être que Tavares ne reviendra pas ou va devoir prendre une sacrée diminution salariale pour revenir. C'est des choses qui vont être à discuter à Toronto à un moment donné. Ah, ça va devoir s'en venir. Les boys, c'est la nouvelle année. Puis on a été un petit peu curieux avec vous autres, donc quand même, en guise de rappel, je vous l'annonce, là, mais encore une fois, groupe Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous. On a fait un petit peu l'exercice, on l'a fait aussi dans nos cercles d'amis, discuter de votre moment préféré de l'année 2023 dans le monde du sport. Avant qu'on écoute un petit peu ce que vous aviez à nous dire, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table ici, entre nous trois sur quel a été notre moment sportif favori de l'année. Je vais lancer tout de suite. Vous savez, les boys, à quel point moi, j'aime ça y aller avec de la saveur locale, à quel point je suis un fier patriote et j'avais aucun autre choix que d'y aller avec la conquête de la Coupe Grey des Alouettes de Montréal, menée par Marc-Antoine Dequoy et son discours d'après-match qui sera à tout jamais inscrit dans les livres d'archives du monde sportif québécois. Je vous lance la POC là-dessus. Pop, en un premier temps, quel a été ton moment sportif favori de l'année? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu quelques candidatures, mais je vais y aller avec une candidature qui est arrivée dans les premiers jours de 2023. C'est un petit souvenir qui est un peu embelli par le fait que le Canada n'a pas s'est incliné encore de finale cette année au championnat mondial junior, mais j'ai pas le choix d'y aller avec la victoire, la médaille d'or qu'on a eue au tournoi de 2023 pour commencer l'année. Moi, je me souviens cette journée-là, ça c'était ma journée que je quittais mon patelin d'origine de Thetford Mines pour me rendre et faire 9 heures de char pour me rendre à Val-d'Or. Je suis parti assez de bonne heure dans la journée parce que je savais que vers 6h30, 7h, j'allais être sur mon canapé en train d'écouter la finale entre le Canada et la Tchéquie. J'arrive à peu près 6h15, 6h30. Tu sais, juste le temps de déballer mes bagages, sortir le plus gros, puis j'écoute la game, merci, bonsoir. Puis là, je me souviens, après ça, il y a des amis qui m'ont écrit « Ouais, on va-tu souper à quelque part? » Je suis genre « Oh, je viens juste d'arriver, je viens de faire 9 heures de charge, j'ai la finale à tout ça. » Puis il dit « Ouais, mais non, mais le resto où on va, il diffuse la finale, puis tout à la TV, t'es bien ça. » J'ai en fait « Say no more, fam. Say no more, fam, je m'en viens. » Puis finalement, j'avais vu la finale pendant le souper, en tout cas une bonne partie de la soirée. Et j'ai vu aussi, rendu chez nous, avec quelques verres dans le corps, la remontée de la Tchéquie. Et là, mon rythme cardiaque, ma pression artérielle commence à monter un peu. Et mon Dieu, au moins une chance, on a réussi à gagner sur le but de Dylan Gunter en prolongation pour aller chercher une deuxième médaille d'or consécutive. Signe que, malgré la défaite contre la Tchéquie cette année, ceux qui disent que le hockey ne nous appartient plus et que le Canada est en péril au niveau du hockey, je pense qu'on peut... Sans donner de nom. Sans donner de nom. On va juste prendre un respire. On va revenir meilleur l'année prochaine. C'est des choses qui arrivent. Félix. Écoute, moi aussi, j'ai hésité entre plusieurs choix. Je me suis souvenu de l'émergence de Puka Nacua que j'ai vanté pendant des mois sur ce podcast-là. J'ai pas beaucoup pensé au Titan parce qu'on m'a fait vivre beaucoup de peine et de douleur dans cette année 2023 à Tennessee. Même chose un peu pour le Canadien, les Yankees qui ont une saison difficile aussi, mais il y a une chose, un beau moment que j'ai vécu. Au début de l'année 2023, ceux qui me lisent sur Passion MLB, vous savez que je me suis jamais caché au début de l'année de mon affection pour les Diamondbacks de l'Arizona. J'aimais la banque d'espoir qu'on avait, Corbin Carroll était mon espoir favori des majeurs, Gabriel Moreno était une super belle prise, Zach Gallen était pour moi un des lanceurs les plus estimés de la ligue. Les Diamondbacks ont une saison pas toujours facile. On a réussi à se rendre par la porte dans l'arrière en série. Après, on arrive contre les Brewers. Tout le monde s'attend à ce que les Brewers, je l'ai dit, Diamondbacks sont
sont arrivés parmi les équipes repêchées. Devrait pas être un gros problème. 2 matchs. Salut. Bye. Après ça, on se ramasse contre les Dodgers. Bon, c'était mignon contre les Brewers, mais là, contre une vraie puissance comme les Dodgers, les Diamondbacks seront pas long feu. Salut. On s'en va maintenant. NLCS. Bon, là, balayage. Balayage. Et là, on se ramasse contre les Phillies. Ah, les Phillies, man. Les Phillies ont poussé les Diamondbacks au bord de l'élimination. C'était cute, les Diamondbacks, mais à un moment donné, ça fait. Mais non. On va gagner les matchs 6-7 à Philadelphie. On se ramasse en série mondiale. Et tu sais quoi? Ils ont perdu la série mondiale. Oui, ils ont perdu la série mondiale, mais ce parcours-là en série des Diamondbacks était complètement fou. J'ai adoré suivre cette équipe-là, que personne voulait voir les Diamondbacks. Au début, tout le monde était comme, qu'est-ce qu'ils font là? C'était une petite équipe, le fun, une jeune équipe qui, un peu avec le power of friendship, a décidé d'aller gagner quelque chose. J'ai adoré suivre cette équipe-là cette saison. Le parcours en série, je trouve que ça rappelait à tout le monde un peu que on critique souvent les grosses équipes comme les Dodgers qui viennent de s'acheter un club, les Mets qui l'ont fait, les Yankees qui le font souvent, mais au baseball, la magie peut prendre à n'importe quel moment, le gâteau peut lever, puis je trouve que les Diamondbacks l'ont rappelé à tout le monde. Des fois, un petit conte de fées, même si c'est pas toujours la belle fin de ils vécurent heureux et heureux plein d'enfants, là. J'ai aimé ce que les Diamondbacks ont fait. Je trouve que c'était un beau moment pour le sport, puis ça a été une autre belle preuve que ça se passe sur le terrain, dans le fond. Ça se passe pas selon le niveau qu'on a sur papier. Ça se passe sur le terrain. Les Diamondbacks ont vraiment joué les troubles fêtes dans ce qui a été un super beau parcours en série pour cette équipe-là. Juste le fait de voir les Diamondbacks célébrer leur victoire dans leur piscine, dans la piscine de leur stade. C'était tellement le fun! C'était le fun! Ça, là, tu l'as très bien résumé. C'était comme le power of friendship qui a tout mené ça. Et ce même power of friendship-là a tellement brisé les Dodgers qu'ils ont dépensé $1 milliard américains dans l'entre-saison pour espérer se venger éventuellement l'année prochaine. J'adore ça. Donc, moi, pour ma part, oui, j'ai déjà mentionné mon moment sportif favori de l'année, mais j'ai beaucoup d'amis aussi qui suivent tout ce qui se passe dans le monde du sport et, thank God, parfois, c'est un peu plus varié. Donc, la semaine dernière, des amis et moi sommes allés manger dans un petit restaurant chinois un peu sketch de la grande ville de Laval. Ouais, mais ça, c'est sketch, mais les sketchs, c'est les meilleurs, par exemple. Au point que quand c'est juste un peu insalubre, là, c'est là que la meilleure bouffe est. Là. Oui, mais quand j'ai vu le staff prendre des vieux verres d'eau pour nettoyer la table, je vais pas te mentir que j'ai été dégoûté sur un maudit temps. Bref. Fait que j'en ai un petit peu avec les boys. J'en avais parlé un petit peu avant qu'on aille au speak. J'avais besoin justement qu'on parle un petit peu de tout ça. Et voici ce que j'ai eu. Je vais même les name drop parce qu'ils le méritent. Alors, dans un premier temps, un peu sur le même sujet, on a Laurent et Benjamin. Charlotte Benjamin aussi qui a joué au basketball collégial pour le cégep d'Huntsic. Les deux ont parlé du basketball féminin et plus particulièrement de Iowa. En un premier temps, Laurent voulait souligner le Final Four auquel on a eu droit au tournoi du March Madness féminin et notamment Caitlin Clark, comment elle s'est faite un nom dans les cercles populaires de sport parce que oui, on savait très bien que c'est une bonne joueuse de basketball, une excellente joueuse de basketball, mais c'est vraiment là qu'elle a percé sur l'échelle publique. En un deuxième temps, Benjamin a mentionné le fait que Iowa a fracassé un record de personnes dans les estrades. On parlait de plus de 55 000 personnes pour voir un match de basketball collégial féminin, chose historique au passage. Donc, on a ça. On a notre grand ami Jean-Benoît qui a mentionné une histoire très récente et très cocasse. Lui, il est allé vraiment dans cette optique-là. Et c'est la saga Giannis Antetokounmpo et son ballon. Oh oui, oui. D'ailleurs, ils ont pas rejoué contre justement Giannis et les Pacers il y a quelques jours, me semble. Ouais. Ça se peut-tu? Oui. Ouais, en début d'année, je pense qu'il y avait 2 matchs même. C'était pas un back-to-back qui ont joué le premier puis le 3? Attends, je vais aller vérifier vite, là, mais continue mieux, je vais aller vérifier ça. Bref. Ensuite, nous avons Massimo qui, lui, est allé du côté de la LNH avec Jonathan Marchessault qui remporte le Conn Smythe. Donc, un petit gars d'ici qui l'emporte pour... Undrafted. Oui, pas surtout, drafté en plus.
Surtout, hein. Puis comme un autre boy comme Martin Saint-Louis. Hein? Nous autres, les Québécois, pas bon pour se faire drafter, mais pour pogner des Conn Smythe, ça, par contre, ça le fait. Le dernier, je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on parle absolument pas beaucoup. En fait, très, 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 très peu, voire presque aucunement. C'est du foot européen, donc du soccer de l'autre bord de l'Atlantique. C'est Philippe qui nous arrive avec ça. Et c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Et c'est le fait que l'équipe anglaise de Manchester City ait remporté un treble qui est arrivé pour la première fois depuis l'année 2015. C'était avec le FC Barcelone dans le temps. Et un treble pour les non-initiés. C'est lorsque un club de foot remporte 3 trophées au sein d'une même saison, qui est soit leur ligue, leur coupe et un championnat européen qui était justement le cas de la Champions La League Ligue des Champions. Exactement, la Ligue des Champions pour les Européens. Ça, c'est avec ce qu'on est allé et au niveau de Twitter aussi, parce que on est aussi allé sur Twitter pour ça. Et plus ça va, plus je perds ma voix. Là. C'est absolument effroyable. J'ai tellement hâte de terminer de parler pour que Félix Oufpop prenne la relève. C'est Michael, mon bon ami Michael, collectionneur de cartes et aussi un fidèle du programme qui nous dit, et je cite, suivre le parcours Cendrillon des Panthers en série un peu à la sauce des Canadiens de 2021, ce qui notamment a mené à une défaite des très puissants Bruins de Boston qui étaient favoris de loin en plus. Magique. Oui, oui. Et mention honorable aussi qu'il a fait le Canadien de Montréal qui s'est finalement débarrassé de Mike Hoffman. Sur encore un masterclass de Kent Hughes là-dessus. Mais les Panthers, wow, ça c'était vraiment... Ouais. Si c'était pas le fait que j'étais en plein processus de déménagement pendant la première ronde des séries, j'aurais tellement... En fait, j'ai enjoy quand même la défaite des Bruins de Boston parce que c'était le Evil Empire de la saison régulière. Et tu sais, on parle beaucoup des Leafs qui sont des chokers en série, mais enlève la Coupe cette année des Bruins de Boston en 2011, 2010, 2011? 2011, merci. Et moi vous dire en affaire, en termes de chokage et de défaite qui rêve-cœur en série, mon Dieu que Boston a un très beau palmarès, mais c'est surtout le fait que la Ligue nationale a comme trouvé un peu son mauvais garçon en Matthew Tkachuk qui a fait en sorte que je trouvais ça trône magique aussi. C'est plate un peu, j'aurais aimé ça que ça gagne au bout du tunnel, mais on voyait clairement que cette équipe-là était amochée, que cette équipe-là n'avait plus de gaz. On avait tout donné dans les 3 premières rondes. Même si la deuxième et la troisième ronde, on avait gagné ça en 5 et un balayage contre les Hurricanes de la Caroline. Vegas était juste trop fort, trop puissant, trop bien rodé, trop bien huilé, en forme pour que les Panthers suivent la parade. Puis Sergei Bobrovsky, même s'il a été bon durant la finale, les miracles manquaient un peu pour ça, mais ça fait en sorte que j'ai pu voir la Coupe cette année en Abitibi-Témiscamingue cet été. Shout out Nicolas Roy et le monde d'Amos. Puis tu sais, tu parlais des Panthers, puis je reviens un peu à Matthew Tkachuk aussi, tu sais, la LNH a trouvé son bad boy. Pendant plusieurs semaines, on a parlé de la LNH. Matthew Tkachuk était vraiment devenu une rockstar aux États-Unis. C'était vraiment la grosse affaire, puis c'est rare qu'on voit un aussi gros engouement pour la LNH au sud de la frontière. Et là, on l'avait, c'est ça qui est le fun. Et Matthew Tkachuk, honnêtement, respect à ce gars-là qui avait, on le rappelle, en finale, jouait avec un sternum fracturé. Juste le dire, ça me fait mal. Ce gars-là était pas capable de se lever, il avait besoin d'aide pour s'habiller, il jouait au hockey le soir. Sincèrement, on le dit souvent, les joueurs de hockey, c'est des guerriers. Le sternum fracturé, je m'excuse, j'ai mal au cœur juste à y penser. C'est beau de voir qu'il a voulu faire ça pour son équipe et tout, mais comme tu disais, les Panthers étaient vraiment mochés. Mais ça reste que j'ai aimé voir la LNH prendre de la popularité comme ça. Et là, on le voit avec ESPN qui semble faire de la place à ça. Pat McAfee qui en parle à toutes les semaines sur son show. Brad Marchand était là dans les derniers jours aussi. J'aime voir que ça prend de la place, ça popularise le sport. Et Matthew Tkachuk est tellement un gars qui est marketable, là. C'est beau de voir que la LNH en a profité. Il y a eu la tribune pour être ce gars-là sorti de Calgary pour aller en Floride. Floride qui n'est pas un gros marché de hockey, mais on a quand même réussi à le populariser pis tout.
bravo à l'alénage d'avoir profité de cette occasion-là pour mettre en marché un de ses joueurs les plus excitants à regarder jouer en Matthew Tkachuk. Puis ça me fait vraiment plaisir de me rendre compte que malgré toutes les blessures et toutes les absences qu'il y a eu au début de la saison, les Panthers n'ont pas un si gros hangover que ça, malgré tout. Là. Fait que, tu sais, on regarde les statistiques. Sam Reinhart est en train de faire la campagne de 50 buts la plus silencieuse de l'histoire du hockey. J'en reviens pas à quel point ce gars-là, tu peux dire qu'il est à 2 buts de Austin Matthews au sommet des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Et pourtant, je me dis quand même que il y a peut-être un petit 5$ à dépenser sur une belle cote, mettons, pour Sam Reinhart pour gagner le Maurice Richard. Je pense que j'ai checké en fin de semaine. Je pense que sur un site de paris quelconque, la cote était comme à 17 contre 1. Tu sais, ça peut être juicy un peu à mettre un 5$ là-dessus, mais ça, on débarque un peu du vrai programme. On va se transporter dans le basketball. Le basketball qui, un peu comme la Ligue nationale, est dans le dog days un peu. On n'est pas encore rendu aux périodes des échanges, à la date limite des transactions, mais les Raptors de Toronto ont bougé. On fait un premier mouvement qui peut-être sera... Un rebuild serait peut-être un peu fort, peut-être un reset sur le fly. Reconstruction, remaniement de formation. Comme dirait, un certain DG du côté de Montréal. Le Canadien RJ Barrett qui s'en vient à Toronto avec Emmanuel Quickley en provenance des Knicks de New York contre OG Anunoby, Malachi Flynn, Precious Achiuwa et un choix au repêchage. Je pense que ça a le potentiel d'être un trade un peu win-win des deux côtés. Puis je pense que c'est ça un peu que tu veux faire quand t'es deux équipes un peu qui, dans la même association puis dans la même division aussi, là, je pense que ça a le potentiel que les deux côtés, on soit contents avec ce qu'on a là, dans cet échange-là. Ben oui, puis du côté des Knicks, réellement, ce qu'on avait besoin, c'était quelqu'un de la trempe à OG Anunoby. On a déjà centré un peu notre plan de match autour de Julius Randle et surtout Jalen Brunson comme meneur de l'équipe. Ce qui fait que d'avoir des joueurs de la trempe de RJ Barrett ou Emmanuel Quickley, et surtout dans le cas justement de Quickley, des joueurs qui ont besoin du ballon dans leurs mains, c'était pas nécessairement ce qu'on voulait du côté des Knicks, mais plus de Precious Achiuwa pour remplacer en sortie de banc. Ou même au Anunoby, dont le travail, c'est de défendre, de prendre des rebonds et de tirer à 3 points. Du côté des Knicks, c'est ce qu'on avait besoin. Du côté des Raptors, c'est un petit peu intriguant parce que l'équipe était déjà composée de plusieurs small forwards, de plusieurs ailiers sur la formation, et on va en chercher d'autres. Bon, on s'est défait en plus d'OG Anunoby, qui était un des meilleurs tireurs de l'équipe, et on s'en défait pour aller chercher des joueurs de la trempe de RJ Barrett qui sont des moins bons tireurs à 3 points que OG Anunoby. Toutefois, du côté des Raptors, on s'en sort bien en ce moment. On est à 2 victoires et 1 défaite depuis que l'échange a été fait. Et en ce moment, on gagne, au moment qu'on enregistre ça, 57-40 face aux Warriors de Golden State. Emmanuel Quickley a pris la place de meneur partant sur cette formation. L'échange, beaucoup de trucs ont été dits par rapport à RJ Barrett, à quel point c'est un retour à la maison pour RJ Barrett. Mais plus ça va, plus on réalise que c'était peut-être Emmanuel Quickley qui était la pièce maîtresse de cette transaction-là. Je ne veux pas aller trop dans l'hyperbole, là, mais tandis que des analystes, des experts parlent d'Emmanuel Quickley comme ayant un potentiel un peu à la Shai Gilgeous-Alexander. Je suis un peu curieux de vous entendre un peu là-dessus, mais en effet, Pop, je pense que du côté des deux côtés dans cette transaction-là, on va bien s'en tirer. Moi, je veux y aller un peu, je veux revenir un peu sur cette transaction-là aussi. Pour moi, tu disais, ça peut être win-win. Pour moi, le win de chaque équipe est assez clair. Un win pour les Knicks, c'est de garder Anunoby, de le faire signer une prolongation de contrat, parce qu'on rappelle qu'il devient joueur autonome dans quelques mois. Pour Toronto, le win, c'est de faire progresser RJ Barrett, dont la progression stagne depuis 3-4 ans avec les Knicks. RJ Barrett n'a pas progressé depuis qu'il est arrivé dans la ligue, est resté le même joueur, tire à beaucoup de volume, peu d'efficacité. Pas nécessairement un grand tir à 3 points. Il n'y a pas vraiment d'efficacité. S'il est capable de débloquer ça à Toronto,
ça va être une victoire pour les Raptors. Si les Knicks sont capables de garder Anunoby à long terme et qui fit bien dans cet alignement-là, c'est une victoire pour eux. Et tu parlais d'Emmanuel Quickley. Pour moi, c'est effectivement un nom qui m'intéresse beaucoup parce que tu vois ça, tu dis RJ Barrett, puis c'est le gros nom. C'est le gars le plus connu, puis c'est le Canadien qui est de retour à Toronto. Repêché au 3e rang. Repêché au 3e rang. Zion et John Morant aussi. C'est ça, puis écoute, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Charles-Alexis qu'on avait eu au podcast il y a une couple de semaines. Il me demandait un peu RJ Barrett, à quoi je comparais ça. RJ Barrett, pour ceux qui connaissent moins le basketball, RJ Barrett, c'est Jesperi Kotkaniemi. C'est vraiment Jesperi Kotkaniemi. Repêché au 3e rang, progresse pas tant que ça, maintenant on finit par cette année, il s'en va ailleurs. Même genre de gars. C'est le même profil. Et là, tu regardes ça, tu dis RJ Barrett, il faut que ça débloque et tout. Mais là, tu as Emmanuel Quickley. Emmanuel Quickley est le fit parfait pour jouer avec Scottie Barnes. Emmanuel Quickley peut alimenter Scottie Barnes sans arrêt. Et les deux gars sur un pick and roll, c'est de toute beauté. J'adore le fit d'Emmanuel Quickley. J'aime un peu moins celui d'RJ Barrett. RJ Barrett est un gros risque dans le sens où il est 30 millions par année sur la masse salariale pour un gars qui ne progresse pas. Il est là pour 4 ans encore. Cette saison et les 3 prochaines années. RJ Barrett est le gros risque, si vous voulez, dans cette transaction-là. Mais si Barrett peut débloquer et Quickley fit aussi bien qu'on pense qu'il peut fitter, échanger un joueur autonome en devenir pour ça, bravo à Toronto. Si on réussit à faire ça, bravo à Toronto. Et si les Knicks parviennent à s'améliorer avec Anunoby et à le garder à long terme, bravo à New York aussi. Pour moi, ça peut être un win-win, ça peut être une victoire pour Toronto, ça peut être une victoire pour New York, ça peut être un lose-lose. Tout est possible et je pense qu'on va avoir un portrait plus clair au début de la prochaine saison ou cet été même, quand Anunoby va avoir pris sa décision. Je m'attends à ce qu'il teste le marché, mais au moins les Knicks se donnent quelques mois pour négocier avec lui. Est-ce que tu veux revenir, essayer de comprendre un peu ses demandes, essayer de gager le marché, avoir une avance sur tout le monde? J'aime ce qu'on fait non seulement pour cette année, s'améliorer cette année dans une conférence de l'Est qui est prenable pour les Knicks. Parce qu'on est une bonne équipe. Tu vas être Jalen Brunson, on a Julius Randle. Il y a des bons noms à New York. Et tu as Anunoby qui vient s'ajouter à un groupe. Anunoby est un fit parfait pour n'importe quelle équipe, mais pour les Knicks, j'adore ça avec Jalen Brunson. C'est magnifique. Maintenant, il faut le garder à long terme. C'est la seule chose qui va être importante pour les Knicks. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois. Il est trop tôt pour dire qui a gagné en ce moment, mais d'ici quelques mois, d'après moi, d'ici l'été, on sait qui a gagné et qui a perdu. Je vais ajouter 2 petits points rapidement pour conclure ce sujet-là. Premièrement, avec OG Anunoby qui vient de partir, ça fait en sorte que Pascal Siakam est officiellement le dernier membre de l'édition 2019 des Raptors de Toronto à être encore justement la franchise, la seule franchise canadienne de la NBA. Est-ce que cet échange-là d'OG Anunoby, c'est un premier step vers une séparation avec Pascal Siakam rapidement? Est-ce que vous y croyez? Il y a eu des rumeurs qui disaient que les Kings de Sacramento étaient dans un peu ce derby-là pour essayer d'aller chercher Pascal Siakam. Est-ce qu'on trouvera le moyen de signer une prolongation de contrat qui pourrait quasiment être un contrat max pour le Camerounais avec la franchise torontoise? Je pense que... Non, mais moi, tu me demandes si je pense que ça veut dire que Toronto va le magasiner. Oui. Toronto va le magasiner. Je sais pas si on va trouver l'offre qu'on veut, par exemple. Je pense que Siakam est... Tu sais, on parlait de Anunoby qui est un fit pour toutes les équipes. Siakam, c'est l'inverse. Siakam est un fit pour certaines équipes. Ça ne fit pas pour toutes les équipes. Là, Siakam est un 4 ou un 5 qui a besoin du ballon. C'est pas toutes les équipes qui ont ça. Tu parles des Knicks, justement, on a Jalen Brunson qui le prend beaucoup. Les Mavericks, on a un gars comme Luka Doncic. On a tellement d'équipes où est-ce qu'un 4 qui a le ballon, c'est pas nécessaire. Siakam a un marché qui est beaucoup plus restreint qu'Anunoby, qui est le gars idéal. Anunoby, c'est le centre de 3e trio pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. C'est ce fit-là. Pendant ce temps-là, c'est beaucoup plus niché pour un marché pour Siakam. Est-ce qu'on va trouver l'offre qu'on veut? Je sais pas si on va y arriver, mais je sais que des équipes vont appeler. Je sais qu'on va négocier parce que c'est sûr que échanger Anunoby, c'est un signe qu'on est ouvert à faire de la business à Toronto. Est-ce qu'on va trouver un preneur? Je sais pas, mais s'il y avait une équipe à surveiller, peut-être les Warriors. Jonathan Kuminga est peu heureux. Moses Moody est aussi fâché. Les jeunes commencent à cette année. Kuminga, Moody pour Pascal Siakam, on fait virer, on rejoint les deux bouts avec le salaire après. Peut-être pour moi qui est un fit là, Siakam avec les Warriors. J'aime beaucoup ce que tu dis pour ce qui est de Siakam avec les Warriors parce que, en effet, tu parles de Moody, Kuminga et tous les jeunes qui, en ce moment, n'ont pas de temps de jeu et chez les Warriors, on cherche désespérément à aller chercher ce fameux
dernier championnat, c'est peut-être last dance non officiel chez les Warriors. En ce moment, si les deux équipes sont bel et bien en négociation, je crois que les Raptors ont quand même le gros du bâton. Oui. On peut forcer les Warriors. Ils sont pas pressés à se départir de Pascal Siakam. On peut forcer les Warriors, on peut forcer la main de l'équipe à se défaire de ces jeunes-là, à se défaire des peu de choix qui leur restent pour les années à suivre, pour, après ça, regarder un peu ce qui est arrivé du côté de OKC. Peut-être un d'entre eux va donner à être un bon joueur. Peut-être qu'on a 1 million de choix. Peut-être que c'est une monnaie d'échange dans le futur. J'aime beaucoup ce que je verrais du côté de Pascal Siakam avec les Warriors de Golden State. Si c'est pour arriver, en même temps, les intentions, je crois, maintenant qu'on s'est défait de Anunoby, sont claires. On se défait de ce qu'il y a présentement et on forme définitivement un noyau autour de Scottie Barnes. Ça, c'est chose sûre et certaine. Et autour, possiblement, former un Big Three avec Immanuel Quickley et RJ Barrett. Puis écoute, je te pose une question, oui ou non, Mio, juste ton feeling en ce moment. Si les Warriors et les Raptors se parlent et que les Warriors demandent aux Raptors, on veut Siakam, on vous donne Kuminga, Moody, un choix de première ronde. Tu dis oui ou tu dis non? J'aimerais peut-être quelque chose d'autre parce que autant que Kuminga et Moody n'ont peut-être pas le temps de jeu qu'ils souhaitent avoir, j'aimerais quand même en voir plus. Ils ont encore un certain potentiel, mais ça va faire quoi? 3 ans que Kuminga est rendu à Golden State. J'ai rien vu encore. Il m'a rien démontré vraiment que je me dis oui, c'est vraiment un atout que je veux. Tandis que, par exemple, un joueur comme Immanuel Quickley qui très récemment dans la ligue avait quelque chose de spécial, quelque chose qu'on veut voir, quelque chose qu'on veut développer, qu'on veut exploiter. J'ai besoin peut-être de quelque chose d'autre du côté des Warriors si on est pour mettre la main sur Pascal Siakam, que je peux voir très bien fitter sur cette équipe-là. Sans nécessairement avoir tout le temps le ballon. Je veux dire, on va quand même pas oublier que sur cette équipe de 2019, Pascal Siakam n'était pas la première option. Mais quand on faisait asseoir Kawhi, Pascal Siakam était là, était dans le poste et pouvait attaquer n'importe quel big man de nos jours qui sont tous 6 pieds 9, 6 pieds 10 au gros maximum. Je suis curieux, mais non, tu sais quoi, il va m'en falloir plus si on parle des Braden Podziemski? Oui. OK. Définitivement. Okay. Définitivement, là, oui. OK. Moi, ce que je vais voir, tu sais, quand on parlait de la progression de RJ Barrett, moi, j'ai hâte de voir aussi si avec Toronto, on va être capable de développer un peu plus. Puis je pense que RJ Barrett va utiliser ça comme une sorte de guerre entre je peux me développer comparativement à est-ce que c'était Tom Thibodeau qui me retenait un peu du côté des Knicks de ce côté-là? Je pense que ça va être là. Ce qui est très probablement le cas aussi, Félix. Oui, en tant que fan des Timberwolves qui a vu Tom Thibodeau coacher des équipes avec Zach LaVine, Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins et j'en passe. Jimmy Butler? Jimmy Butler était un vétéran que Thibodeau a amené, mais tu sais, tu regardes Thibodeau est bon pour coacher ses vétérans et Anunoby est un fit parfait pour Tom Thibodeau. Sérieusement, si Thibodeau fait créer un grand laboratoire, il s'appellerait Derrick Rose, mais il serait le fit de Anunoby. Mais puis tu regardes, dans le fond, les Knicks ont décidé avec Anunoby de prendre un gars dont le plancher est plus élevé en ce moment que RJ Barrett, mais les Raptors ont le gars avec le plafond plus élevé en Barrett par rapport à Anunoby. RJ Barrett, dans le meilleur monde, devient meilleur qu'au Anunoby parce qu'il a le potentiel de devenir ce gars-là, mais il peut pas continuer de stagner. Avec Thibodeau, il allait continuer à stagner. S'éloigner de Tom Thibodeau, ça peut faire des miracles à un jeune. Parlez-en à Zach LaVine, qui est devenu un monstre quand il a quitté Minnesota pour aller vers Chicago. Bon, là, c'est plus difficile ces temps-ci, mais ses premières années à Chicago, loin de Tom Thibodeau, ça a bien été. Et là, tu regardes ça, moi, je me dis, peut-être que c'est ce qu'il avait besoin pour relancer sa carrière RJ Barrett. Tom Thibodeau est tellement mauvais pour faire progresser des jeunes. Ça va faire du bien à Barrett de s'en aller un peu et de retourner à Toronto, je pense. On va conclure ce blog basketball avec 2 nouvelles rapidement. Premièrement, Shaquille O'Neal qui va devenir le premier membre du Magic d'Orlando à avoir son chandail retiré par l'organisation. Ce sera fait au courant des prochaines semaines. Et il fallait en parler, ça s'est fait pendant nos vacances, on parle beaucoup de Toronto. Mio, je vois déjà un peu la veine dans ton front se gonfler un peu.
On l'avait callé 3 semaines avant. On le voyait venir. Les Pistons de Détroit qui brisent enfin leur séquence, qui ne seront pas la seule équipe. On reste à égalité à 28 matchs, mais on réussit à aller chercher une victoire le 31 décembre. C'est ça le 31 décembre? Je me souviens plus. Ouais. Le 31 décembre, ouais, c'est ça. J'ai dit mot pour mot. Là. Je me rappelle exactement des mots que j'ai dit. Je ne suis pas allé voir le podcast du tout. Je faisais référence en même temps aux Dallas de Cowboys, des matchs qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne devrait pas perdre, mais qu'on perd. Les Raptors de Toronto, c'est la même chose. J'ai dit ça mot pour mot. Et pourtant, c'est arrivé, puis j'ai quand même été en crise. Je m'attendais à ce que ça arrive. On peut aller demander à Liam Hood qu'on a eu sur le programme il y a quelques semaines aussi, au début de la saison. Il s'en attendait très bien aussi. Lui aussi, il était très sûrement en crise aussi. Surtout aussi que 2 jours avant, les Pistons ont poussé les Celtics de Boston. Of all teams de toute l'NBA poussent les Celtics de Boston en prolongation 2 jours avant, qui était peut-être à ça d'aller battre cette séquence-là, mais bon. Écoute, félicitations les Raptors, vous allez entrer un peu dans l'histoire et félicitations aux Pistons de ne pas être la seule équipe avec 29 victoires, 29 défaites consécutives et plus. Avant que tu nous lances sur autre chose, juste dire que les Pistons de Détroit sont passés très près d'être parmi mes moments favoris de l'année 2023. C'est pour la seule et bonne raison que durant les quelques derniers matchs de cette séquence de défaites, le monde regardait les Pistons avec intérêt. Oui. Puis, en réponse à ça, les Pistons ont donné du bon basketball. Ils ont donné des bons matchs, des matchs qui se sont joués jusqu'à la fin, des matchs qui se sont joués jusqu'en prolongation. On recevait des alertes par rapport au pointage qui se donnait du match jusqu'à la mi-temps. Tout ça pour dire, les Pistons m'ont fait vivre certaines émotions en 2023 que je ne pourrais pas dire à ce micro. Shout out à Wingstop qui ont pu enfin couler leur stock d'ailes de poulet pour leurs partisans après cette victoire-là contre les Raptors de Toronto. On va wrap ça rapidement avec le dossier baseball parce que on est en plein milieu de la saison morte. On est rendu au mois de janvier. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais il y a certains petits échanges qui se passent ici et là. Mon cœur de partisan des Red Sox de Boston est triste un peu, est un peu apeuré de voir Chris Sale s'en aller vers les Braves d'Atlanta contre Vaughn Grissom, qui est un joueur d'avant-champ qui est très prometteur. On avait donné déjà un gros contrat sur les Braves et un gros vote de confiance, donc j'ai hâte de voir. Mais je fais juste remercier Chris Sale pour ses années de service, même si dans le 3/4 du temps, tu étais à l'infirmerie pour une blessure ou un accident de vélo. Ou aussi dans les mineurs en train de tout péter dans le vestiaire pour un départ de réhabilitation. J'oublierai jamais quand il est arrivé. Il était tellement en crise de s'être fait détruire pendant un départ de réhabilitation. Il avait tout détruit dans le vestiaire. Le gars, il arrive dans un vestiaire de 2 où est-ce que les gars font de l'autobus. Qui n'est même pas en vrai, son équipe en vrai. Tu sais, c'est juste genre le outsider qui pète tout dans le vestiaire et s'en va après. C'était hilarant. Mais Félix, t'as amené un sujet que t'as l'air de vouloir déblatérer là-dessus. Robbie Ray, ancien vainqueur du Cy Young avec les Blue Jays de Toronto, s'en va. En fait, reste sur la côte ouest, mais juste un petit peu plus au sud avec les Giants de San Francisco. Sérieusement, ça fait un petit bout maintenant, ça fait 2 jours que cette transaction-là est faite. Je sais toujours pas comment réagir. Quel drôle d'échange. Robbie Ray, qui était avec Seattle, on l'a signé à gros prix, une des grosses prix sur le marché des joueurs autonomes, se remet d'une opération Cy Young, ne lancera pas avant la deuxième moitié de la présente saison, qu'on échange pour out of nowhere pour Mitch Haniger, qui est un ancien de Seattle, retourne à Seattle. Retourne à Seattle, il a connu des très bons moments, mais visiblement, San Francisco était déjà tanné de le payer, et Anthony DeSclafani, alright. Sérieusement, c'est une transaction qui est purement basée sur le fait que Jerry Dipoto, qui est celui qui prend les décisions des opérations baseball à Seattle, Jerry Dipoto est reconnu dans le milieu comme quelqu'un qui adore faire des transactions. Je pense qu'il s'est levé un matin, il s'est dit « Bon, j'ai envie d'échanger, je vais faire un échange pour le fun. » Il a appelé les Giants, ils se sont dit « On fait un petit échange pour le fun. Je donne Robbie Ray, redonnez-moi Mitch Haniger. On va avoir du gros fun. Trader Dipoto est de retour. » Je sais pas. Je sais toujours pas comment voir ça.
c'est bon pour les... J'aime pour les Giants qui vont chercher un gars qui a un gros potentiel. Les Mariners vont essayer de relancer Mitch Haniger en ayant une option plus safe en Anthony DeSclafani dans la rotation pour remplacer Ray qui va rater plusieurs mois en début de saison. Quel drôle d'échange. Puis c'est drôle aussi parce que Robbie Ray allait toucher un boni s'il était échangé avant la fin de 2023. Fait que Dipoto, d'après moi, ça faisait vraiment longtemps qu'il voulait l'échanger. Il y avait un rash de vouloir l'échanger parce qu'il adore faire les échanges. Puis il a fait faut que je me retienne jusqu'au mois au 31. Puis tu vois, le 4 janvier, hey, ça débarrasse, on l'échange. Il a dû faire à peu près 4 jours avant de peut être capable de résister puis de l'échanger. Je vois pas d'autre explication à part le fait que ça y tentait. Qu'il trouvait qu'il était dû puis qu'il voulait lancer 2024 en beauté avec une transaction. Et il aime tellement ça échanger. À peu près 5 minutes après, il a appelé Rays et il leur a échangé José Caballero pour aller chez Luke Rayleigh. 2 transactions en 10 minutes. Jerry Dipoto est toujours aussi agréable. Un vrai show à lui tout seul pendant une saison morte. Bravo aux Mariners de garder ça le fun pendant que c'est le calme plat, pendant que Scott Boras ralentit de marcher partout dans la MLB en ce moment. Moi, ce que j'aime aussi, c'est juste le fait de ramener Mitch Haniger. Ça fait juste... D'après moi, les Mariners veulent s'inspirer des Diamondbacks puis veulent gagner par le pouvoir of friendship. Ouais. C'est quoi ça? On ramène Mitch Haniger parce que why not? Hey, puis il vient de connaître une saison tellement mauvaise de San Francisco, il était blessé puis ça marchait pas. Puis clairement, on va essayer de le ramener où est-ce que ça a marché, mais c'est juste weird. J'adore ça. C'est du pur chaos. Personne n'a l'air de gagner. Tout le monde a l'air de perdre. J'adore ça. Quelle bonne transaction, le fun. Ça fait 2 jours que j'essaie de trouver un gagnant. Je ne l'ai toujours pas trouvé. C'est les meilleures transactions. On wrap l'émission rapidement avec les questions du public. On essaie d'amener ce volet-là un peu, de vous faire participer, que ce soit par nos médias sociaux, que ce soit par le groupe Les Superfans des Tigers de Guangdong, par nos comptes Twitter respectifs. On veut vous faire participer, amener quelques sujets ou amener les questions les plus aléatoires que vous pouvez. Si vous voulez connaître, par exemple, la recette de riz frit de Mio, vous pouvez y poser, il va vous répondre de ce côté-là. Et on en a quelques-unes, on va y aller avec 2 personnes assez rapidement pour finir l'émission. Premièrement, notre cher producer Olivier Dano qui se remet d'une opération au laser pour ses yeux. On lui souhaite un prompt rétablissement de son côté. Qui te demande, Félix, pour commencer, t'as pas le droit de mentir, es-tu une intelligence artificielle? Pour des raisons légales, pour des raisons de je ne peux pas trahir mon identité, je dirais que je ne suis pas une intelligence artificielle. Mais si vous voulez me parler la prochaine fois, dites Hey Siri, ça va aller plus vite, je vais vous répondre plus rapidement. De ton côté, Mio, il fait demander que si Félix avait pris son bill au déjeuner AM à Boisbriand, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu aurais pris le bill de producer Oli au déjeuner AM? Étant un étudiant de l'UQAM, je pense que je réponds à la question. Mais comme j'aime toujours dire, peu importe ce qui est envoyé dans des discussions privées avec notre cher producteur, pour des raisons légales et surtout financières, c'est une blague. Oui, j'aurais pris la facture. Surtout avec l'extra croton dans l'assiette déjeuner au déjeuner AM. D'ailleurs, shout-out au déjeuner AM à Boisbriand. Shout-out déjeuner AM. Oui, shout-out. J'ai hâte d'aller manger un assiette avec vous, les boys. Et pour finir, Jérémy Macias qui demande sur les superfans des Tigers de Guangdong, question ouverte, serait-ce possible de remplacer Félix par 2 Monster Trucks? Écoute, il faudrait que je parle avec mon agent pour ça. Peut-être une fois par mois, ça peut s'arranger. Peut-être aussi qu'une fois de temps en temps, je peux faire un bruit de Monster Truck. Je vais retravailler là-dessus, je vous reviens la semaine prochaine. Mais je pense que quelque chose qui s'arrange. Mais c'est à savoir parce que qu'est-ce qu'un Monster Truck peut faire que toi, tu ne peux pas faire et vice-versa? Faire un bruit de moteur. Un Monster Truck peut faire des backflips sur lui-même. Ouais, je veux dire, j'ai quand même des qualités, mais je suis pas exactement au stade de faire des backflips sur moi. Quand même pas. Moi, ça serait juste mettre Bounty Hunter puis Gravedigger là, pour remplacer Félix une fois par mois. Là. Mais par exemple, est-ce que les Monster Trucks pourraient prendre pour les Diamondbacks de l'Arizona? Là est la vraie question. Non, je pense pas. Parce que pas autant que moi. Puis un Monster Truck pourrait pas te faire un breaking news de fin de podcast. Les Dodgers de Los Angeles viennent de s'entendre avec Teoscar Hernandez. Un an à 23,5 millions.
Les Dodgers qui continuent d'aller chercher de l'aide. Non! Teoscar! Teoscar s'en va avec les Dodgers. Légende des Blue Jays, boys. Non! Immaculate Vike s'en va chez l'ennemi de même. Non! Et j'ajouterais aussi une autre breaking news de fin de podcast. La NFL vient d'annoncer l'horaire des matchs de la semaine prochaine. Et pour ceux comme moi qui attendaient juste de savoir à quel moment Matthew Stafford allait jouer son match à Détroit, moi je m'attendais à ce que ce soit lundi soir. Finalement, ce sera dimanche soir qu'on va finalement voir Matthew Stafford. Donc, la semaine prochaine, pendant qu'on enregistre le podcast, Matthew Stafford contre les Lions. Vous allez m'entendre réagir à ce match-là. Et je vous dis tout de suite, j'aurai ce chandail-là la semaine prochaine. OK. Le chandail du meilleur receveur recru de l'histoire de la NFL et de la recrue offensive de l'année. Merci. Pukanakua, ça y est, c'est dit. Entre-temps, on va vous demander de continuer à nous suivre comme vous le faites, de vous poser les questions comme vous le faites cette semaine. On veut vous faire participer. Fait que allez nous rejoindre sur nos médias sociaux, nos comptes Twitter personnels de ce côté-là. Ça conclut l'épisode pour cette semaine, le premier de 2024, dans ce que je considère la première vraie saison de la Triple Menace. Oui, on a commencé au mois de septembre l'année passée, mais moi, je pense que c'était juste un prologue pour les belles choses qui s'en viennent. Moi, je crois en le potentiel de ça. Et je me dis qu'avec vous qui va embarquer dans l'aventure, ça va juste être encore épique, drôle, aléatoire, absurde. Mettez tous les synonymes que vous voulez. Mais je pense qu'avec vous, ça va être éclaté. On se retrouve la semaine prochaine. Juste vous rappeler, à surveiller un peu cette semaine, on a parlé beaucoup de football, mais au niveau universitaire, lundi soir, match final du championnat universitaire américain entre les Wolverines du Michigan, première équipe au pays, contre l'Université Washington qui est classée numéro 2. Je vois que Mio prend le signe de West Coast, prend pour le underdog un peu de Washington. Moi, on sait que Michigan est dans des scandales comme pas possible en ce moment, mais je vais laisser le bénéfice du doute. Moi, je vote pour le M Michigan. Let's go, les Wolverines. Aussi, à surveiller peut-être pour le Canadien de Montréal cette semaine, qui joue mercredi. Jeudi et samedi contre Philadelphie San Jose. Et je veux juste être sûr de mon coup ici. Ouais, c'est ça. Philadelphie mercredi, San Jose jeudi et les Oilers d'Edmonton samedi du côté du Canadien. C'est tout pour nous. Merci pour cet premier épisode et à plusieurs autres. Ciao, bye! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.